Voici l'étude portant sur la désastralisation, effectuée par Marc Delassalle ainsi que moi-même. Bonne écoute. Qu'est-ce que la désastralisation? C'est une longue période d'ajustement de l'ego par rapport à la connaissance réelle de qui il est, par rapport à ses faiblesses, par rapport à toutes ses failles qu'il doit mettre à jour pour une à une les faire sauter. C'est aussi beaucoup de crainte. C'est un recoupement de la croyance. Donc, c'est toutes les grandes lignes de l'individu qui sont interreliées dans, si on parle d'astralisation, on parle de désinformation. L'ego doit se réapproprier son espace psychique. Et pour se réapproprier son espace psychique, il doit reprendre le contrôle sur les énergies de l'âme, gérer les énergies de l'âme. Donc, il doit être capable de regarder sa programmation, il doit être capable de regarder les faux pas qu'il fait dans une journée, il doit être capable de regarder toutes les réflexions de son ego par rapport, tu sais, dans une journée, l'ego peut se dire, je me sens bon aujourd'hui, je l'ai l'affaire. Puis 2 jours plus tard, l'ego peut se déprécier, peut vivre du doute. Donc ça fait partie de la désastralisation. Si l'ego est pas capable de regarder ça, il pourra pas se désastraliser. Est-ce que le contact de l'esprit ou le contact télépathique de l'homme avec la lumière, son ajusteur de pensée, est obligatoire pour qu'il y ait désastralisation? Je dirais que oui. Mm-hmm. Mm-hmm. En fait, vous devancez ma question que j'allais vous poser parce que j'allais justement vous mentionner si la désastralisation n'était que possible qu'avec la descente de l'énergie du supramental. Définitivement, parce que une personne qui vit une vie sur la planète Terre est informée par rapport à la société des passés, la civilisation passée, des valeurs que ces sociétés-là ont transmises. Et aussi les principes et les lois qui ont été établis, toutes les vertus. Puis, tout ça, c'est tout chapeauté par l'âme. Donc, si l'âme chapeaute tout ça, et l'esprit fait opposition à l'âme, donc on peut dire que la désastralisation de l'ego ou de l'homme, c'est le passage de l'âme vers l'esprit, où les informations qui descendent vers l'homme ne créent plus de dichotomie, c'est-à-dire que c'est cela ou ce n'est pas cela, c'est réel ou c'est pas réel. Et l'homme, quand il rentre dans l'esprit, il apprend à reconnaître davantage qui il est, puis il rentre un petit peu dans l'intégration de sa vibration, qui est son esprit, puis c'est là que l'intelligence surgit en lui. Ça prend énormément de temps avant que les ajustements de l'ego soient faits pour que l'individu puisse reconnaître si c'est de l'intelligence ou pas qui passe à travers lui. Et le jeu de la désastralisation se situe tout là. Avec quelle intelligence l'homme traite-t-il pour valider ou sous-peser les informations qu'il reçoit dans sa tête? Parce que une information qui est fausse amène automatiquement une astralisation de la conscience de l'individu à un degré divers, dépendant de l'énergie de la pensée astrale et comment elle est ferrée au niveau de la désinformation. Il y a des pensées qui sont beaucoup plus virulentes que d'autres au niveau de la désinformation. Ainsi dit, l'ego qui n'est pas capable de saisir la vibration de la pensée ne peut pas se désastraliser. Donc, pour avoir accès à la vibration de la pensée, l'homme doit connaître l'esprit aussi. Est-ce qu'on peut dire que la connaissance de l'esprit devient à ce moment-là un point de comparaison ou de référence pour se sortir de l'astral? Eh bien, l'esprit, c'est le point ultime. C'est le point ultime de référence qui permet à l'homme, pour la première fois, savoir d'où il vient et qu'est-ce qu'il est venu faire sur la Terre. C'est certain que l'âme va toujours dire que l'homme va se réincarner parce que il y a une grande vie
sur la matière à vivre, puis ainsi s'il est moindrement religieux, ben il va retourner au ciel, et sans vraiment savoir s'il se réincarne ou pas. Mais l'âme peut donner de l'information sur la réincarnation, comme elle peut en enlever. Parce que si l'âme qui est sur la Terre, l'entité qui vit sa vie matérielle, est affiliée à des croyances religieuses, il ne voudra pas croire à la réincarnation. Lui, il va vouloir croire à son ciel, soit l'enfer ou le ciel. Donc, il y a une polarisation de la conscience de l'individu, il y a une astralisation de sa part, et c'est ce qu'on peut appeler une absence de savoir. Et c'est l'esprit qui va permettre le savoir, qui peut descendre dans l'homme, l'énergie de permettre à l'ego de pouvoir accéder à d'autres informations de la vie. Est-ce que l'ego est prêt à entendre cela? Pas nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui vont lire des livres, puis l'énergie du livre va devenir soit de la croyance, soit de l'ésotérique. Et pour eux autres, ça va devenir une façon de vivre, mais c'est pas une intégration de la conscience. Une intégration de la conscience, c'est une désastralisation. Ça veut dire que l'individu, ultimement, dans sa tête, il doit faire la différence entre une pensée astrale qui réfléchit, qui sert la croyance, qui sert le doute, qui sert les valeurs humaines, et une valeur tout simplement intelligente qui provient de l'esprit à travers la pensée réelle, qui apporte une énergie en vibration qui permet à l'ego de se définir. C'est très difficile de se désastraliser parce que l'homme doit d'abord connaître le chemin de l'esprit. Il doit vraiment, vraiment pénétrer ce monde-là. Et l'ego doit être prêt à se censurer puis à se regarder de très près. Donc, dans une journée, si vous êtes astralisé, c'est pas dit que le lendemain, vous serez pas davantage astralisé parce qu'il y a une information qui vous a été racontée la veille et puis elle va servir à ajouter à de la mémoire, à l'âme, à de la croyance à l'âme. Tant que ça, c'est pas des faits, il n'y a pas de désastralisation. Oui, parce que c'est sûr que l'individu peut s'alourdir au fil du temps avec le cumul des croyances puis des mémoires, d'où le cercle vicieux dans lequel l'individu peut sombrer. Oui, parce que pour que l'ego puisse se désastraliser, il doit être capable de reconnaître que l'énergie de la pensée vient pas de lui. C'est quand même assez difficile, ça, pour une personne de vouloir s'exposer à la réalité que la pensée vient d'ailleurs. Puis, quand on parle d'astralisation d'une conscience, on parle d'un libre arbitre de l'ego. L'ego veut croire à ce qu'il sait. Alors que se désastraliser, ça veut dire que tu ne crois plus en rien. c'est fort, là. Oui, exactement. On va loin, là. Tu sais, se désastraliser, ça veut dire que l'individu qui est désastralisé n'a aucune croyance, il n'y a aucun germe de la croyance dans sa conscience. Ce qui veut dire qu'il peut parler la vie sans même la réfléchir. Et c'est ça qui démarque vraiment l'individu. Donc la désastralisation pour un ego, ça paraît difficile parce que ça appartient pas au monde de l'ego, ça appartient au monde de l'esprit. Mais l'âme joue un rôle prépondérant sur où l'ego est rendu. On peut pas se le cacher. Celui qui est en Europe va vivre une concentration d'énergie intellectualisée beaucoup plus puissante en raison de l'ésotérisme, en raison du culte de la personnalité qui est beaucoup plus grand sur certains continents qu'il peut l'être en Amérique du Nord au niveau de la conscience. C'est certain que la personnalité, c'est de l'ego, mais de l'ego, c'est difficile à tasser. Donc, pour que l'homme puisse avoir accès à sa lumière, il faut nécessairement qu'il ait accès à l'esprit sans être dans le doute de sa personnalité. Donc, sa personnalité doit être fixée dans son mental. L'homme doit fixer le noyau de l'âme dans son mental et avoir la gestion du mémoriel qui descend à travers la pensée astrale. Par exemple, vous recevez une pensée, puis sur le tas, vous n'avez même pas besoin de vivre le doute
ou la croyance, parce que déjà là, la vibration de la pensée n'est pas réelle pour vous. Ouais, ben donc autrement dit, la désastralisation, si je vous suis bien, c'est en relation avec notre capacité de lire la vibration qui se rattache à une pensée. Oui, ça part tout de là. C'est la lecture que le fera l'homme de la vibration de la pensée. Entre une pensée astrale puis une pensée... On va faire un test, par exemple, juste pour donner une idée à ceux qui écoutent. Supposons que vous recevez dans votre tête, plus tard, dans votre vie, vous allez avoir accès à ceci ou cela. Mm-hmm. Donc, ici, ça peut devenir une pensée astrale si l'ego donne de l'importance à cela. S'il attache de l'importance à cette pensée-là. Si l'ego, par exemple, est capable de dire on verra, puis il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de doute, ça ne crée pas d'insécurité, c'est sûr que la pensée était liée à sa conscience psychique, mais pas nécessairement dans le but de le servir, mais lui, en étant capable de la rejeter et de tout simplement dire on verra, il ne se laisse pas approprier son énergie par une pensée dont il ne peut connaître la provenance exacte sur le tas. C'est comme dire à quelqu'un qu'il va faire beaucoup d'argent plus tard, puis la personne dit on verra. Exactement, dans le sens que l'individu ne donnera pas foi a priori à cette pensée-là, puis sombrer dans l'euphorie en disant je vais être riche, puis à se monter un bateau, comme on dit. Il donne aucune valeur à la pensée. Donc sa lecture est correcte dans ce cas-ci. Supposons qu'on fait une étude d'une autre façon, puis on dit tout simplement vous êtes pas ce que vous pensez être. L'individu reçoit ça dans sa tête. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Le double peut jouer un rôle avec vous. Par exemple, créer du doute pour vous dire vous n'avez pas à faire d'autres conférences, là, ça sera pas bon de toute façon. Supposons cet exemple-là. Mm-hmm. Donc, dans ce cas ici, l'individu doit aller à l'intérieur de lui-même pour reconnaître c'est quoi sa vibration à lui. Donc, c'est sa vibration à lui, son intelligence à lui qui doit gérer cette pensée-là. Il ne doit pas la croire, il ne doit pas lui donner d'importance, mais par vibration, il va savoir que c'est pas réel, il va dire je vais faire ce que je veux quand je veux. Donc, c'est différent. Mais si la personne donne de l'autorité à cette vibration-là, elle va peut-être vivre le doute. Et dans ce moment-là, si le doute pénètre, parce que la pensée veut semer la dichotomie dans l'homme, donc une division, c'est à l'homme de savoir ce qu'il est. C'est là que son autorité de conscience est plus grande que toute la pensée. Donc, il ne peut pas se faire astraliser. Même si c'est le double qui envoie de l'énergie pour lui dire « ce sera pas intéressant la conférence que vous allez donner », l'individu, s'il est défini dans sa conscience et il connaît son intelligence, il va dire tout simplement « tout ce que je dis est intelligent, fait que ce que vous pensez de moi, j'en ai aucune importance, je donne aucune valeur à ça. » Ouais, puis il peut se fâcher aussi puis avoir la colère mentale puis dire crissez-moi la paix tabarnak. Ben, ça c'est encore là, s'il fait ça, c'est correct aussi, mais encore là, ça démontre que le rapport de force de son autorité avec son double n'est pas encore ajusté. Et ça, c'est tout simplement le double qui veut revoir comment vous allez réagir, puis vous réagissez d'une certaine façon. Parce que la conscience, à un moment donné, c'est très froid. L'intelligence, c'est très, très froid. Ça ne crée aucune colère, parce que l'homme peut pas toujours se mettre en colère, parce que quand il est au niveau de la définition de qui il est, il n'a plus à se mettre en colère. Parce qu'il sait qui il est. Donc, autrement dit, la colère, c'est plus au début du processus de désastralisation? Oui, c'est au processus de désastralisation. L'homme, faut qu'il apprenne à connaître son verbe, puis on y cache son verbe, on y cache sa parole, on y cache son intelligence. Donc, il faut qu'il arrache tout. Mais quand l'homme est dans l'intelligence, dans son intelligence, il est sa propre parole, ce que les plans vont lui dire, ça n'a zéro importance pour lui.
Pourquoi? Parce que l'astralisation de sa conscience a été tellement vigoureuse au cours des années passées qu'il a probablement tellement souffert de ne pas savoir qu'il est maintenant qu'il a franchi le désert que j'appelle entre le savoir et le réel. Et quand tu franchis le désert entre le savoir puis tu rentres dans le réel, tu es plus dans la colère. Tu peux démontrer les forces de la colère, tu peux te mettre en colère, par exemple, au niveau de l'astralisation d'une conscience pour tasser l'astral d'une conscience. Mais au niveau de ta propre conscience, supposons qu'il y a une astralité qui vient de l'extérieur, là, tu peux te mettre en colère. Mais au niveau de ta communication avec ton double, c'est sûr que au début, c'est juste pour l'ajustement. Mais quand l'homme est bien ajusté, ce serait comme dire à son ego, mon sacrament. Si t'es pas capable de me parler intelligemment, là, parle-moi pas du tout. Mais ce que vous me dites, ça me surprend un peu d'un certain point de vue, parce que si on en regarde par rapport à Bernard de Montréal, au fil du temps, si on prend ses premiers enregistrements, puis ses derniers, il était de plus en plus colérique, il utilisait de plus en plus de jurons. L'agressivité, il me semble, était montante, alors qu'au début, il était plus neutre. Le sac n'est pas nécessairement une agressivité. Comme la colère n'est pas nécessairement non plus une agressivité. La colère, c'est une vibration, c'est froid, la colère. Puis le sac, c'est une dénonciation de toute l'association, de tous les anges et tous ceux qui ont créé une vie karmique pour l'homme, une programmation karmique, pour faire éclater le mensonge cosmique. Parce que le mensonge cosmique empêche l'homme de sacrer. Et si l'homme apprend à connaître son verbe, il va apprendre à connaître le réel du sac. Puis le réel du sac, c'est de dire à la conscience astrale de l'âme qu'il n'est pas manipulable. Mais encore là, faut-il que l'individu ne soit pas astralisé quand il est capable de se mettre en colère. Parce que s'il est le moindrement astralisé, ça va être utilisé contre lui. Parce que quand la colère vibre dans l'homme, faut qu'elle vibre dans le mental supérieur de l'homme. Si elle vibre dans le corps émotif, ça devient une porte d'entrée astrale. Donc, si c'est chaud, la colère, le moindrement un petit peu chaud, il y a une entité qui va se greffer à ça. Il y a une mémoire qui va surgir dans l'âme. Et l'homme, l'individu va se faire astraliser. Il va perdre énormément d'énergie. Il ne sera jamais capable de se recentrer. Puis, il va être probablement fébrile pendant 5-10 minutes, même après sa colère. Alors que, quand tu fais une colère, ça a un début puis une fin très, très claire. Donc, autrement dit, la personne qui vit la colère avec le plexus solaire, là, c'est-à-dire le ventre, comme caisse de résonance puis d'amplification du mouvement d'énergie. La parole, hein, ça peut être avec la parole aussi. Si l'individu le vit seulement au niveau de la parole, puis il sent vibrer seulement sa parole, mais il sent pas son énergie cosmique, son mental qui vibre à la froideur de l'énergie, il est fait à l'os, parce que l'individu, faut qu'il soit capable de gérer la vibration de la colère au niveau de son mental, faut qu'ensuite sa parole soit totalement ajustée dans le verbe. Le verbe, par exemple, ça va être de sacrer ou avoir une intonation très très forte au niveau de la voix. Est-ce que c'est de l'agressivité? C'est certain qu'on est en 2013, puis si on regarde le courant présent, c'est très mal vu d'être en colère. Et la plupart des gens font des colères tout simplement au niveau de leur programmation. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est une colère au niveau de l'esprit. Puis c'est difficile parce que est-ce que l'individu est désastralisé? Je dirais que non. En général, l'individu, est-ce qu'il sait qu'est-ce que c'est son agenda d'âme? Connaît-il sa programmation? Connaît-il ses failles? Connaît-il ses faiblesses? Pour entrer dans une parole neutre, froide, il faut que l'individu connaisse ses failles, ses faiblesses. Faut qu'il passe à travers la désastralisation de toutes ses craintes, une à une. Faut qu'il traverse le désert entre le savoir et le réel. C'est quoi le savoir? Ben, le savoir, c'est qu'il y a plein d'informations qui ont été cachées à l'homme, qui n'ont pas été véhiculées,
Et le réel, c'est que l'homme a le droit à toutes ces informations-là en autant qu'il sache exactement qui lui est. Tu sais, tu peux savoir des choses, Néo, hein? Oui. Et si tu sais pas qui tu es, tu n'auras jamais accès au réel. Tu vas simplement savoir des choses. Puis savoir des choses, c'est correct. C'est ça qui va amener l'homme à la vibration de se rencontrer en tant qu'intelligence, en tant qu'esprit. Puis il va devenir réel parce que le fondement du réel, ce n'est pas de savoir. Le fondement du réel, c'est de reconnaître que la destinée cosmique de l'homme, elle appartient à l'homme. Ça, c'est le réel. C'est intéressant, parce que l'astralisation d'une conscience, ça appartient à la connaissance. Et, quand on parle de connaissance, on parle de qu'est-ce qui se réfléchit, qu'est-ce qui est intellectuel? Qu'est-ce que la mémoire passée. OK. Tout ce qui est véhiculé par les sociétés depuis jadis. Si vous prenez l'exemple du maire au Saguenay, qui veut ramener la prière dans les salles. Les réunions du congrès, ben pas du congrès, mais les réunions municipales là, de sa municipalité de Saguenay. Ben, on prend cet individu-là qui adhère à la prière, puis qui pense que toute la société doit adhérer à la prière. Donc, si on part du principe que l'homme doit être libre de ses semblables et il ne doit pas imposer aucune valeur à l'homme, il est très mal placé, là. Il est très mal parti. Exactement. C'est sûr que c'est un sujet qui peut être intéressant à aborder parce que dans la société en général, au Québec puis en Occident, on connaît une laïcisation de la société, alors que ce mouvement-là, qui est totalement à contre-courant, dans le sens qu'à présent, les tribunaux légitimisent le fait que le maire Tremblay fait sa prière avant les réunions du conseil municipal. Parce que l'homme n'est pas dans le réel. Il est simplement dans la connaissance. Il connaît, comme ce maire-là, il pense connaître la vie à travers sa conscience religieuse. Et donc, il est dans le libre arbitre de ses valeurs. Il applique ses valeurs, puis il ne sait même pas que ses valeurs sont pas réelles, parce qu'une valeur qui est réelle ne s'impose jamais à l'homme. Il n'y a pas de domination. Il y a aucune imposition. Le maire, s'il serait moindrement intelligent, il dirait tout simplement ça c'est personnel à ma vie, la religion, puis je vais pratiquer ça chez moi. Parce que du moment que l'individu reconnaît que c'est pas tout le monde qui accepte ce que tu veux faire publiquement, t'es mal pris. Si t'es en privé, c'est différent. Mm-hmm. Donc, lui, il pousse un peu plus l'arnaque un peu plus loin parce que là, il dit c'est une grande victoire puis ça va marquer le Québec. Le fait qu'il ait gagné cette victoire-là de la religion. Mais c'est juste un courant astro pour démontrer que l'homme est pas encore désastralisé et de loin. Parce que la religion va revenir en force à travers les yeux de la guerre, à travers les yeux de la souffrance. Puis l'homme qui n'est pas réel, l'homme qui est dans le savoir, il va comprendre des choses. Le savoir, c'est quoi? C'est que la personne a fait un chemin dans la désastralisation de sa conscience suffisamment pour avoir accès à des informations qui lui permettent à elle de se donner une identité plus réelle. Donc, c'est ça la conscience. La conscience doit amener l'homme à se donner une identité plus réelle à travers des valeurs qui ne sont pas occultifiées par un mensonge. Si, supposons, vous recevez dans votre tête que vous avez un talent pour la communication, votre talent pour la communication, c'est une valeur réelle. Mm-hmm. Supposons que vous recevez dans votre tête que vous allez faire de l'argent avec vos conférences parce que vous avez une très bonne valeur de communication, vous êtes capable de communiquer, c'est un mensonge. C'est pas une valeur réelle. Ça vous amène pas à vous définir. Ça vous amène simplement à espérer avoir de l'argent avec ce que vous allez faire. Et c'est pour ça que l'individu est souvent hors de sa vibration parce qu'il pense qu'il y a une conséquence à ce qu'il fait. Il n'y a aucune conséquence à ce qu'on fait. Quand on est dans le réel, il n'y a aucune conséquence. Il y a juste un réel qui est inscrit, il y a une portée vibratoire qui reste, mais il n'y a aucune conséquence parce que... Il y a pas de karma? Non, l'homme réel n'a pas de karma.
l'homme réel parle, celui qui parle n'a pas de karma. Comme moi, je parle ce soir et je ne crée aucun karma avec l'homme. Si je crée un karma avec l'homme, c'est possiblement lorsque je contrais un mensonge. Je dirais telle chose. Mais celui qui va écouter l'enregistrement va avoir à départager ce qu'il veut savoir de la vie et se poser la question, à quel moment est-ce que mon ego est mis en échec et mat, ou encore, à quel moment est-ce que mon ego réagit à ce que l'interviewé dit. Vous comprenez? Oui, dans le fond, la personne qui nous écoute présentement peut être attentif aux mouvements de réactivité émotionnelle qui peuvent jaillir en lui. Oui, parce que le corps émotif, c'est le vaisseau de l'astralisation de la conscience de l'homme. Tout part de là. Parce que le corps mental du corps émotif, c'est le corps mental inférieur, l'intellect. C'est la croyance, la réflexion. Et pour être dans le savoir de l'esprit, ça prend une vibration énormément plus haute. Ça veut dire que l'individu doit avoir enlevé beaucoup de couches d'astralité dans sa conscience. Par exemple, il allait à l'église, puis là, à un moment donné, il a décidé qu'il allait pas à l'église parce qu'il a compris que la pensée venait d'ailleurs. Pour lui, si la pensée venait d'ailleurs, il y a certainement des réponses à ces questions et les mystères que l'église lui racontait deviennent impossibles. Donc, ça enlevé, il peut faire un pas de plus vers la désastralisation de sa conscience. Là, une fois qu'il comprend que la pensée vient d'ailleurs, il doit l'intégrer, cette réalité-là, que la pensée vient d'ailleurs. Mm-hmm. Combien de personnes disent que, oui, la pensée vient d'ailleurs? Est-ce que vous l'avez vraiment intégré, la pensée vient d'ailleurs? Si les gens vérifieraient comment souvent leurs vibrations changent dans une journée et ils ne sont pas neutres, ils s'apercevraient qu'ils n'ont pas intégré que l'énergie vient d'ailleurs, que la pensée vient d'ailleurs. Oui, exactement. C'est complexe à intégrer. Il suffit pas juste de le saisir intellectuellement, mais il faut que ça s'inscrive dans un vécu. Ça s'inscrive dans la capacité de l'individu à nettoyer son espace psychique de la croyance, de la crainte. Imaginez si vous avez de la crainte, la moindre pensée va être soutenue par la crainte. Mm. Vous pourrez pas payer votre loyer à la fin du mois. Vous recevez cette pensée-là. L'individu qui a pas de crainte, il dit, bon, je paierai pas mon loyer. L'individu qui a de la crainte va dire, faut que je trouve un moyen. Donc, c'est dans une journée, là, l'individu, il vit énormément de pensées. Vous êtes d'accord? Ben oui. Donc, s'il vit énormément de pensées, puis je reviens à ce que je disais autant, il n'est pas capable de départager entre une pensée qui est de provenance astrale, qui veut le déchirer dans son identité, et une pensée qui va le servir, qui va élever son taux vibratoire parce qu'elle lui amène une réalité. Parce que quand l'homme est dans le réel, la pensée, c'est une voyance de qu'est-ce qu'il voyait de lui. Ce qu'il voyait de lui arrive par la pensée, parce qu'on ne peut pas lui servir d'autre pensée que qu'est-ce qu'il voit de lui-même, parce que la conscience de sa lumière, elle est autour de son aura et la pensée astrale peut difficilement le pénétrer. Moi, vous pourrez pas me dire, par exemple, donne pas de conférence ce soir, tu sais pas de quoi tu vas parler, ce sera pas bon. Je m'en crisse que ce soit pas bon. Parce que c'est pas une valeur pour moi, que ce soit bon ou pas bon. Moi, j'ai juste à parler. Les gens détermineront pour eux autres s'ils veulent que ce soit bon ou pas. Ouais, ben tout est reçu selon la forme du récipient. Et c'est sûr que par rapport au sujet qu'on aborde ce soir, la désastralisation, c'est subtil parce que ça demande une capacité de lecture de pensée et c'est difficilement explicable. Qu'est-ce que vous voulez dire qui est difficile à expliquer, la lecture de la pensée? Ben, la vibration, on peut pas, c'est difficile de communiquer avec des mots. Ouais. Un état vibratoire. C'est ça. C'est pour ça que j'essaie de démontrer que, par exemple, on prend une femme qui est seule puis qui aimerait ça rencontrer un homme. Mm-hmm. Ça peut dire, j'aimerais donc ça rencontrer quelqu'un. Quand elle dit, j'aimerais donc ça rencontrer quelqu'un, est-ce qu'elle est astralisée ou pas?
Ben, quelque part, elle doit l'être parce que c'est du jeu dans sa tête. Donc, ça lui donne l'impression que c'est elle qui pense. OK. Si elle dit, supposons, quand est-ce que je vais rencontrer un homme? Est-ce qu'il y a une différence? Ben, moi, je trouve qu'il y a une différence parce que là, elle pose une question, fait qu'elle se met en mode communication. Avec son esprit. Exact. Donc, si, supposons, la réponse c'est, ah, ben, ça va être dans 10 ans. Là, elle peut dire, oh, mais le 10 ans, c'est long. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois à l'astralisation? Ben, si elle dit que c'est long, elle donne une valeur à ça, fait que, oui, elle tombe dans une réflexion, puis un jugement, tu sais. Pense à ça. Alors que lui, le double va lui dire, c'est sûr que s'il dit 10 ans, il va tester son niveau de croyance, son niveau de crainte. Puis après ça, elle peut rejeter la conscience, me dire, Chris, il y avait qu'à me donner des réponses plus intelligentes. Fait que là, elle se fait astraliser. Mais elle peut penser qu'elle se fait astraliser quand elle se fait dire 10 ans. Et c'est le point que je veux en venir, c'est que d'un point de vue, une réponse peut venir du double, mais d'un autre point de vue, la même réponse peut venir de l'astral, on dirait. Oui, mais c'est ça le réel. Quand l'homme est dans sa conscience réelle, la vie n'a plus de valeur pour lui. Il n'attache plus de valeur à la vie, à l'exception d'une seule valeur. C'est sa liberté. Est-ce que ça va changer quelque chose à la femme, qu'elle soit en couple ou pas? Est-ce que ça va changer quelque chose à sa liberté? Ben, en tout cas, ça risque d'avoir un impact sur sa vie, là. Avoir un impact sur sa vie, mais est-ce qu'elle est libre? C'est sûr que ça lui donnera pas nécessairement plus la liberté qu'elle soit en couple ou pas. C'est qu'elle est pas libre. Ça veut dire que si elle serait dans le savoir, le réel de sa conscience, elle dirait, elle va à l'intérieur d'elle-même, puis elle pose la question à son double, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Le double va dire oui. Elle a dit, bon, ben, parfait. Je dis, on verra. C'est froid, la vie. Oui, non, je comprends, dans le sens qu'avoir une réponse, puis au lieu de la réfléchir, puis se mettre à fantasmer, puis s'empêcher de dormir pendant la nuit pour s'imaginer la personne qu'elle va rencontrer, ben, elle passe à autre chose, elle se tord pas sur la pensée. Ça lui permet de se générer au niveau de la conscience. Parce que, ultimement, l'homme est seul sur la Terre pour vivre sa conscience. Il va vivre sa conscience seul. Puis, que tu sois en couple ou que tu sois pas en couple, c'est pas important. C'est comment tu vis ta conscience seule qui est important. Mm-hmm. Puis, si tu es en couple, à ce moment donné-là, faut que ta liberté soit encore très, très grande, parce que si ta liberté est pas grande à l'intérieur du couple, ça veut dire que tu as un peu de karma à vivre avec l'autre, à l'ajuster pour qu'elle soit libre, et c'est un retour d'énergie. Tu peux l'accompagner pendant 5-6 mois, mais si ça devient 3 ans, tu vas trouver ça là en sacrament. 3 ans. Ouais, parce que la personne va s'alourdir à cause de l'énergie de l'autre. C'est sûr, parce que elle va se faire astraliser. Il y a trop de points d'entrée pour l'astral. C'est difficile, hein, de rencontrer quelqu'un qui est bien tuné à sa conscience, à sa vibration. Il y a bien souvent, vous rencontrez des gens, puis vous passez 2 heures avec, là, puis c'est assez, hein. Parce que 2 heures de plus, puis la lourdeur commence à se faire sentir. Pourquoi? Parce que l'individu n'est pas capable de vous suivre au niveau de votre esprit, de votre conscience. Puis c'est correct. L'homme qui est bien dans sa conscience, qui est dans son esprit, peut être avec n'importe qui. Par contre, il ne restera pas trop longtemps à des endroits où il va subir trop l'énergie. Il peut la subir pour l'homme parce que il connaît très bien que l'astralisation d'une conscience, c'est très difficile et il y a des gens qui bénéficient d'un taux vibratoire pour leur permettre de franchir des étapes dans la désastralisation de leur conscience. Mais ça m'amène à vous parler d'un paradoxe, parce que plus l'individu conscient, normalement c'est pour être libre, mais plus qu'il devient libre, plus que ça devient lourd pour lui de supporter les gens dans l'environnement. Fait que c'est comme si ça le restreint, puis ça le limite à interagir avec quelques individus, parce que plus qu'il avance, plus qu'il a de la difficulté à supporter la lourdeur puis l'astralité des autres. Là, il faut qu'il ajuste sa voyance. Comment? Dans ce temps-là, l'individu, il faut qu'il ajuste sa voyance. Il faut qu'il rentre plus profondément dans le réel de sa conscience.
pour que sa voyance le protège davantage. Et si, supposons, vous m'appelez puis vous me dites j'aimerais ça qu'on se voit toutes les fins de semaine. Moi, ma voyance est déjà ajustée, je vous dirais non, pas toutes les fins de semaine. Même si vous êtes un bon ami ou une personne, vous comprenez? Oui. Avant de vous poser la question, je me pose la question si je devrais vous poser la question, puis ils me disent non. Fait que c'est ça que je demanderais pas ça. Ben non, posez-la. Toutes les questions sont bonnes. Il s'agit de voir le rapport de force qui est créé dans la question. D'où vient cette question-là? Allez-y, on va savoir. On peut regarder, voir si la question a été pénétrée par la crainte, du doute ou de la croyance. Allez-y, posez-la. Non, mais l'exemple que vous donniez, Oui. tu sais, par exemple, à quelle fréquence qu'on pourrait se voir. Oui. C'est sûr qu'intérieurement, ça me dit pas trop rapprocher. Oui, c'est cela. Mais c'est correct. Donc, vous voyez, ça, c'est de la voyance. Vous l'aviez vous-même, cette voyance-là. Imaginez. Donc, ça vous donne une définition. Faut vous respecter votre temps, faut vous respecter votre voyance. Respecter son temps, c'est quoi? Respecter sa vibration, respecter qui on est. Puis, il faut jamais dire, ben là, l'autre je vais l'ennuyer. Non. Si vous dites, je vais ennuyer l'autre, c'est que vous vivez une certaine astralisation, vous avez pas assez de définition au niveau de votre conscience. L'individu doit se connaître, il doit se désastraliser complètement avant d'être bien dans sa peau. Et quand on a une réflexion, c'est automatique. Donc, quand l'individu a la voyance de qu'est-ce qu'il va faire, moi, dans mon cas, je sais très bien qu'est-ce que j'ai à faire pour équilibrer ma vie. Si je le fais pas, c'est moi le problème. C'est pas les gens autour qui comprennent rien à la vie, hein. Vous êtes d'accord? Exactement. Donc, c'est à moi de savoir si une journée, j'ai plus d'énergie dans le mental, je suis plus capable de partager ma journée avec des individus. On invite 2-3 personnes, puis on partage sa journée. Mais si dans ma conscience, j'ai besoin beaucoup plus de calme, c'est à moi de le savoir, d'être défini suffisamment dans mon calme pour le marquer, parce que l'astralisation, ça pénètre toutes les formes de vie de l'individu, de sa conscience, pour l'amener à douter de ce que lui est, puis de donner de l'importance aux autres. L'homme, quand il s'astralise, il se sort de lui-même. Il n'y a pas de centre de gravité. Donc, la désastralisation doit va permettre à l'homme de se créer un centre de gravité dans sa conscience. C'est son ego va prendre son intelligence et va l'intégrer complètement. Et son intelligence, après ça, va devenir sa parole et sa voyance. Ça veut dire que le double cosmique, l'ajusteur de pensée, n'a plus autorité sur la parole de l'homme. L'homme est sa parole et son intelligence. Puis le double, il est beau dire ce qu'il voudra. Ça veut pas dire qu'il est plus intelligent que vous. Là, à un moment donné, vous comprenez que l'intelligence qui est intégrée dans la matière a là sa vibration particulière. Et sa vibration particulière, c'est au niveau de l'identité. Puis c'est reconnu, ça, cette identité-là, que l'homme qui n'est pas jouable est aussi grand en conscience que tous les esprits qui n'ont jamais incarné la Terre, mais qui sont occupés de l'évolution de l'homme. Est-ce qu'on peut dire que l'être humain, ou plutôt l'homme, rendu à ce stade-là, devrais-je dire, est devenu à quelque part incorruptible? Oui, il est incorruptible, c'est certain. Parce qu'il y a plus d'entrée astrale dans sa conscience. Mais pour que l'homme ait plus d'entrée astrale dans sa conscience, il faut qu'il connaisse sa programmation. C'est-à-dire que si on prend les individus qui sont dans la conscience, supposons qu'ils prennent contact avec la pensée vient d'ailleurs. C'était déjà inscrit dans leur programmation qu'ils prendraient contact de ça. Programmation astrale? C'était connu au niveau de l'âme qu'un jour il y aurait un genre de déchirement qui se ferait. Et ce déchirement-là, c'est le savoir que la pensée vient d'ailleurs, c'est le contact de l'esprit qui pénètre l'âme. Mm-hmm. Puis il apporte une nouvelle identité à l'ego. L'ego, lui,
quand il voit ça, il voit très bien que sa programmation karmique ou astrale, OK, c'est lui qui doit l'intégrer pour arriver à être capable de désengorger tout le mensonge que lui s'est raconté au niveau de sa réalité. Et c'est quand l'homme devient réel, il reconnaît que la programmation, supposons, t'es né dans une famille, t'as des frères, t'as des sœurs, il reconnaît que la valeur qu'il va donner à ses frères et ses sœurs fait partie de sa programmation karmique. Est-ce qu'il peut l'enlever, cette programmation karmique-là? Vos frères et vos sœurs vont toujours vouloir être vos frères et vos sœurs. Et c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont arrêter d'être votre frère et votre sœur. Mm-hmm. Dans votre cas, par contre, vous pouvez tout simplement dire, je reconnais que je me serais incarné dans telle famille et j'ai eu tel besoin de telle énergie, de tel rapport de force dans la famille pour me construire comme identité. Sur papier, ça demeure au niveau matériel mes frères et mes sœurs. Mais avez-vous remarqué que c'est rarement de conscience qu'on parle avec ses frères et ses sœurs? C'est plutôt des inconnus parce qu'ils n'ont pas eu la même fracture au niveau de leur programmation pour vivre l'énergie, la pensée vient d'ailleurs. Exactement. On peut parler de familiarité biologique, mais aussi de familiarité psychique, c'est-à-dire les liens de l'esprit qui sont au-delà des liens du sang. C'est ça, parce que psychiquement, si on regarde l'homme n'a aucun frère et n'a aucune sœur. L'homme est seul, il va toujours être seul, puis il voudra jamais être lié à un autre âme de quelle que soit la façon, parce que il veut être seul. Moi, parlez-moi pas d'avoir des frères et des sœurs. J'en ai aucun intérêt. Est-ce que j'en ai? Oui, mais j'en ai aucun intérêt. Mm-hmm. J'ai aucun intérêt. À un moment donné, l'homme comprend que son point de contact avec la lumière, c'est pas ses frères et ses sœurs. Ouais, ben c'est un point que vous amenez qui est intéressant parce que ça nous amène à... Ça fait partie de la désastralisation. Ouais, c'est ça. Peut-être prendre, dans certains cas, une distance par rapport aux gens dans nos familles qui sont, dans un premier temps, envahissants, c'est-à-dire qui nous grugent beaucoup d'énergie, puis d'être capable de mettre ses limites, comme on dit, là. Ben, si on veut se désastraliser, là, ça va jusque là. Ça veut dire que reconnaître que la vibration de vos frères, d'une sœur ou d'un frère, c'est karmique. Il y en a avec qui, dans la famille, c'est chien et chat. Et puis ils vivent des grands malheurs toute leur vie. Alors que, supposons, on prend une personne qui entre dans la conscience, elle va dire, OK, je vais faire une croix sur la famille, puis je vais rentrer dans le monde de l'esprit, qui est un monde qui veut dire que tu es seul et que tu intègres toute ton énergie seul et que tu vas savoir d'où tu viens seul et etc. Ouais, parce qu'après tout, l'individu, il naît puis il meurt seul. Oui, oui. Parce que le test de l'homme, c'est de savoir qui il est dans la mort. Puis c'est là que le réel de sa conscience va tout lui être transmis. Parce que on peut pas avoir l'affirmation exacte tant qu'on n'est pas dans le monde de la mort de ce qui vient après. À 99,9%, moi je peux dire bon ben j'ai une bonne idée, mais si je vous dis à 100% que c'est ça, je suis dans la croyance. Je crois même à ce que je dis, ça va mal. Mais vous pouvez pas avoir une certitude sur le plan vibratoire pour pouvoir affirmer quelque chose à ce niveau-là. Parce qu'on connaît pas l'espace psychique de notre conscience une fois qu'on n'est plus dans le corps matériel. On le connaît pas à 100%. Vous connaissez-vous, vous, à 100%? Non, c'est sûr qu'à partir de mon ego, non, mais je veux dire en termes d'esprit... En termes d'esprit, c'est là que tu vas le savoir si tu te connais vraiment. C'est ça, mais je veux dire, mais vous pouvez déjà avoir la vibration de votre vivant qu'une fois décédé, la communication que vous avez avec le double va se poursuivre. Tu as une compréhension, c'est certain que ça va jusque-là. Tu as une compréhension que tu t'en vas pas dans le monde de la mort, mais c'est dans le 0,1% de la crainte que tu vas vivre une fois mort que ça va se déterminer. Si tu as 1,1% de crainte, t'es encore astralisable. Il y a une certaine, tu sais.
Il y a une certaine chaleur au niveau de l'inquiétude de l'homme de savoir où vraiment il s'en va. Et comment l'homme se protège de la croyance? Ben, il rentre dans sa liberté. Sa liberté, c'est quoi? C'est tout simplement dire, il arrivera ce qui arrive pas. Ouais, ça revient à dire de pas mettre de valeur par rapport à sa propre mort. C'est ça. Il met pas de valeur à sa propre mort. Parce que la désastralisation de la conscience va aller jusque dans la mort, parce que le 0.1%, il se fait sauter dans la mort. Et le 0.1% de doute qu'on peut connaître dans notre existence, étant donné qu'on n'est pas mort, donc on peut pas avoir une certitude absolue de la vie qui va être pour nous dans l'au-delà. Est-ce que c'est nécessairement relatif à notre condition animale? Non, c'est parce que le 0.1%, ça permet à l'homme de se protéger du mensonge cosmique. Parce que le réel de l'homme, dans tout ce qu'il est, on peut pas lui enlever. Tant que l'homme ne reviendra pas sur la terre comme il veut à volonté, il doit se garder une petite gêne. Cette petite gêne-là, c'est le 0.1% qui enlève la possibilité que sa conscience soit astralisée. Parce que l'homme, dans le fond, ce qui donne comme valeur à la vie, c'est qu'il soit bien dans sa peau, qu'il se fasse pas chier par la vie. Parce que la vie, pour lui, c'est de la merde. Puis s'il se fait pas chier, il va dire bon, ben j'ai passé une bonne journée, la journée était correcte. Mais en même temps, si l'être humain il est conscient quelque part, il va devenir neutre. Fait qu'il dira plus que la vie c'est de la merde ou que c'est bon, c'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est juste ce que c'est. Ah ouais, non, c'est intéressant ce que vous dites là. Parce que savez-vous pourquoi est-ce que la vie c'est de la merde? Non? Bon. Supposons que la vie c'est de la merde. Ça pourrait être de la croyance, ça peut être une connaissance, ça peut être tout simplement un jeu d'ego, ça peut être ça peut être beaucoup de choses. Mais quand l'homme définit que la vie est de la merde, il est obligé d'aller au-delà de ce qu'il pense savoir. Il doit aller dans le réel pour après ça amener de l'intelligence dans ce qu'il vient de dire. Moi, j'affirme pas que la vie, c'est de la merde. Je dis que la vie est de la merde. C'est aux gens de le constater que la vie est de la merde. Moi, je vais vous dire pourquoi que je considère que la vie, c'est de la merde. Donc, je vais partager avec vous le réel de ce que je vois de la vie. Mm-hmm. Alors que ce n'est pas une opinion que je dise que la vie est de la merde. C'est parce que je dis que la vie, c'est de la merde. Et je vous dis pourquoi que la vie, c'est de la merde. Est-ce que l'homme connaît la vie? Ou est-ce qu'il se la fait imposer? En général, il se la fait imposer. Et voilà, c'est de la merde. Est-ce que vous accepteriez de vous faire imposer, vous, je sais pas, moi, de vous faire couper une jambe? Ah, c'est sûr que non. Ah, mais la vie, c'est de la merde. Parce que l'imposition de la vie, c'est de la merde. Ne pas savoir, en plus, c'est quoi la vie, c'est encore plus de la merde. C'est de la super merde. Mais ça, c'est juste pour faire de l'humour. La réalité, c'est que la vie, ce n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est que ce que l'homme sait de lui-même. Et quand l'homme se sait, est-ce qu'il accepterait les conditions qu'on vit présentement sur la Terre? C'est sûr que non. Bon. Voilà. Vous voyez, moi, c'est pour ça que je peux dire que la vie, c'est de la merde. Mais c'est certain, certain que si c'est pas entendu, les individus vont dire, ben, il est astralisé complètement, ce gars-là, il dit que la vie, c'est de la merde, alors que la vie est belle. Ouais, ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ben, vous avez un regard polarisé sur la réalité, vous êtes pas objectif, vous êtes pas neutre. Alors, ok, on va regarder de quelle façon qu'une personne peut dire que la vie est belle. Ben, faut qu'elle soit astralisée. Ah, ben là, vous allez dire, ben, pourquoi faut qu'elle soit astralisée? Faut qu'elle croie au bonheur. Faut qu'elle croie qu'elle a un rôle à jouer sur sa vie. Faut pas qu'il lui ait arrivé trop d'accidents. Donc, si elle a encore toutes ses dents, puis tous ses membres, puis, elle n'a pas eu de cancer, puis elle n'a pas été désinformée, elle n'a pas été battue quand elle était jeune. Elle a eu une programmation super belle,
Puis à la fin de sa vie, ben elle meurt, puis elle a fait tout ce qu'elle voulait. Là, elle dit que la vie est belle. Mhm. Mais comment peut-elle dire que la vie est belle quand elle ne tient pas compte de tout ce que les gens vivent autour d'elle? Il y a un manque de générosité de sa part. Si l'individu vérifiait moindrement, tu sais, tu t'en vas à une place, là, puis là, tu dis, toi, à cause que ton ego a une belle programmation, puis tu considères que ta vie est belle, ben, oui, mais, tu sais, il y en a qui mangent bien moins que nous autres, là, dans la vie, vous devriez apprécier ce que vous mangez. Comprends-tu? Oui. Puis là, ça fait que, ouais, mais elle a le regard tellement dans la beauté de la vie, les yeux dans la graisse de bine, que pour elle, c'est normal, que la vie est belle. Tout va bien. Elle n'a pas d'opposition. Mais elle est qui, elle, pour dire que la vie est belle, alors qu'il y a des enfants en Afrique qui mangent absolument rien? Est-ce qu'elle regarde vraiment qu'est-ce qui se passe sur la Terre? Exactement. C'est sûr que son regard est polarisé, un peu comme la personne qui met des lunettes roses puis qui voit la vie en rose. Astralisé. Exactement. Si je dis la vie est de la merde, là, les gens vont dire, ben, il est astralisé parce qu'il considère qu'il n'y a rien de bon dans la vie. C'est en plein ça que je dis. Il n'y a rien de bon dans la vie, à l'exception de qu'est-ce que l'homme, qui a une identité très définie, veut se donner pour être bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma définition? Oui, je vous suis dans le raisonnement, mais c'est très subtil, puis c'est intéressant de l'aborder avec vous, puis de développer là-dessus, parce que c'est des points qui peuvent porter à mes interprétations. Et c'est ça, l'astralisation de la conscience, c'est que les gens vont se donner un point de comparaison en relation avec ce qui est dit, puis ils voudront pas rentrer dans la vibration de ce qui est dit. Ils vont dire, bon, ben, lui, c'est son point de vue. Bon, c'est correct que les gens disent que c'est son point de vue, mais c'est ça l'astralisation de la conscience. L'astralisation de la conscience ne permet pas à l'homme d'entrer dans le réel. C'est un point de vue, c'est son point de vue, puis on n'aura jamais la vraie réponse, la réelle réponse. Hein? Exactement. Ça fait partie de l'époque actuelle, le relativisme des valeurs. Il n'y a plus personne qui est capable de dire le réel, de parler les vraies choses. On est dans une société aujourd'hui où tout le monde a le droit à son libre arbitre. Puis cette expression-là du libre arbitre, elle est véhiculée à profusion par les nouveaux médias. Exactement. Donc, qu'est-ce qui reste à l'homme? Il reste à l'homme le fait que lui, il peut savoir s'il est astralisé ou pas. Par exemple, si l'individu se pose la question, est-ce que les politiciens, mais supposons la personne qui veut vérifier si elle est astralisée ou pas, elle va avoir une opinion sur tout. Elle ne sera pas capable de départager entre un politicien qui est réel, puis un qui a la vibration d'être politicien, puis un qui a la vibration de ne pas l'être, qui est là par arrivisme ou tout simplement. Un chef d'État, est-ce qu'il y en a qui sont des chefs d'État, puis il y en a qui sont pas? Par exemple, on prend Justin Trudeau. Est-ce que Justin Trudeau a la vibration d'être un chef d'État aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que je vous réponde ou on laisse les... Votre réponse vibratoirement, est-ce que Justin Trudeau a la vibration d'être un chef d'État aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Non. Peut-être dans 10 ans. Exactement, parce qu'il y a beaucoup d'illusions spirituelles à brûler. Donc, il y a beaucoup d'astralisation dans sa conscience au niveau de qu'est-ce qu'il pense être. Il n'est pas assez défini dans son identité. Donc, c'est très difficile pour un homme d'être chef d'État. Est-ce qu'il a le potentiel? Il l'aura possiblement. Oui. Parce que les gens lui font déjà confiance. Puis il n'a rien fait encore. Mais c'est quand même, avec les gens, c'est pas des fous non plus. Ils reconnaissent qu'il y a quelque chose dans cet homme-là. Vous êtes d'accord? Oui, exactement. Donc, c'est ça. Donc, quand on est assis dans son salon, il faut pas se polariser soi-même parce qu'on astralise sa conscience. Il faut regarder Justin Trudeau et dire, c'est qui Justin Trudeau? Faire une étude, c'est qui? Est-ce qu'il est réel? OK, il est transparent, il est sincère, mais comme vous avez dit, il y a beaucoup d'illusions spirituelles. Oui, il y a une certaine naïveté dans son regard, je trouve. Il y a une parole qui a pas assez souffert.
Exactement, il y a pas assez de force de volonté. Il y a beaucoup de choses qui lui manquent. Ouais. Choses qui lui manquent. Mais est-ce que ça va être le même homme, Justin Trudeau, dans 10 ans? Possiblement non. Exactement, parce que des politiciens comme Obama, quand il a été élu, ses cheveux, c'est drôle, se sont mis à blanchir, puis j'ai l'impression qu'il a pris de la densité. Ouais. Ben, c'est parce que c'est très difficile de prendre sur ses épaules. Il faut quand même avoir une certaine voyance de la société pour penser que c'est politiquement qu'on va changer une société. Aujourd'hui, c'est pas possible politiquement de changer une société. Exactement, fait que ça m'amène à la question à savoir, est-ce que l'homme qui développe sa conscience va progressivement se détourner de la politique? Non. Il va toujours s'intéresser à la politique. Parce que la politique, un jour, va prendre une autre forme. Elle va devenir un consensus de conscience. Il y a des gens très conscients, à un moment donné, qui vont pouvoir parler. Est-ce que c'est dans 50 ans? Il faut que les chocs arrivent avant que quelque chose puisse être reconnu. Ben, peut-être ça va être dans 50 ans. Si Bernard de Montréal parlait de l'arrivée de la régence planétaire pour 2070, là, on est en 2013. C'est un petit peu plus que 50 ans, mais quand même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être témoins de grandes situations sur la Terre et ils vont être capables de le communiquer. Ils vont communiquer le réel de la situation, la réalité de la situation. Et ça va être entendu par des personnes, mais ça sera jamais à grand public. Jamais en grand public. Donc, tous les événements vont pouvoir être expliqués à l'homme. Et ça va être fait dans un point de vue de conscience. Tous les événements qui s'en viennent, éventuellement, vont faire accélérer le processus de la descente de la conscience sur la Terre. Et est-ce qu'on peut dire que ça va favoriser la désastralisation? Oui et non. Oui, parce que il y a plus d'informations qui vont devoir être regardées avec sérieux, comme la pensée vient d'ailleurs. C'est sûr qu'au Québec, ça fait son chemin, mais il y a quand même pas 10 000 personnes qui sont conscientes de ça à travers la Terre. Peut-être 10 000 au Québec, mais si on va ailleurs sur la Terre, va dire à 10 000 personnes que la pensée vient d'ailleurs. Si t'en trouves un, c'est beau. Ouais, puis il suffit pas juste de le dire, il faut le comprendre puis l'intégrer, parce que ça, en Inde, ça a été annoncé par Sri Aurobindo. Puis il y a certaines pratiques de méditation qui vont, c'est sûr, à un état, disons, embryonnaire, un peu dans ce sens-là, être l'observateur de ses pensées, notamment. Mais l'homme n'a pas à être observateur de ses pensées. Il a être le gestionnaire de la pensée. Parce que s'il veut pas se faire astraliser, il doit être celui qui est sur le fil d'arrivée. Quand la pensée arrive dans sa tête, il sait exactement d'où vient sa provenance. Quelle est la couleur de la vibration? Est-ce que c'est astral? Est-ce que ça sert à le désinformer ou ça le grandit? Mm-hmm. Moi, vous m'appelez l'autre soir, vous voulez faire une conférence. Ah, je connecte avec la vibration que ça va être agréable. Ben, ça me grandit. Je me fais pas dire, ah, ça sera-tu intéressant ou pas. Je dis, ah, voilà, ça c'est placé pour que je vous parle. Ça fait que c'est comme ça. Ouais, quand on sent que c'est facile, qu'on sent que ça va quasiment de soi, je pense que c'est il y a un adage qui dit l'effort est généralement le signe de l'erreur. C'est-à-dire que est-ce que pour vous, la lecture vibratoire va avec une certaine facilité? Oui. Oui. La lecture vibratoire vient avec la voyance que l'homme a de lui-même. Si vous, par exemple, vous pouvez aller en société puis vous conter des histoires par rapport à vous-même. Donc, la lecture vibratoire que vous avez de vous-même, elle est diminuée. Mm-hmm. Moi, ce que je mets les gens en garde, où l'homme peut parler avec n'importe qui. Il peut respecter n'importe quel individu. Puis, c'est pas vrai que on ne peut pas adresser la parole
à des gens qui ne sont pas dans la conscience. On peut adresser la parole à des gens qui sont dans la conscience. Il s'agit simplement de savoir comment lui parler, dans quel registre on doit lui parler. Donc, dans ce cas-là, l'homme fait une lecture vibratoire très précise de qui il est en rapport avec l'autre. Mais il peut être surpris des fois de l'esprit de l'autre. Et c'est là qu'il doit se garder une ouverture pour l'autre. On sait jamais. Vous pouvez aller dans un café, puis vous pouvez rencontrer un monsieur. Supposons vous échappez quelque chose par terre, puis le monsieur vient le prendre, puis vous le remet dans les mains. Il dit ah monsieur, vous avez... puis mais vous n'êtes pas simplement en contact avec le geste, mais vous avez accès à la grandeur de cet individu-là, parce que dans le sourire et dans le geste, il y a toute son énergie. Donc, il vous permet d'avoir un contact agréable avec l'homme. Même si lui va être astralisé 3 heures plus tard, son astralité va être beaucoup moins grande que celui qui est prêt à vendre la drogue sur la rue. Exactement, mais il y a quand même, je pense, une sélectivité à avoir dans nos relations avec les gens. Je ne dirais pas une sélectivité. Je dirais tout simplement, sachez qui vous pouvez voir et sachez qui vous ne pouvez pas voir, quand vous pouvez les voir et quand vous ne pouvez pas les voir. C'est beaucoup plus ça. OK. Parce que il y a des gens qui peuvent revenir dans votre cercle de vie en autant qu'ils aient la vibration de vous respecter. S'ils sont capables de vous respecter, ils peuvent revenir n'importe quel temps dans votre vie. Mais s'ils ne peuvent pas vous respecter, c'est pas une sélectivité que vous faites. S'ils ne vous respectent pas, vous amendez votre relation avec ces individus. Amender sa relation avec une personne, ça veut dire que vous allez non simplement au niveau psychique, mais vous allez aussi au niveau de la matière dire « je n'ai plus aucun intérêt à vous rencontrer ». Ça va loin, hein? Ouais. Si les individus pouvaient faire ça, il n'y en aurait pas de problème de corps émotif qui vibrerait. Dans sa famille, il y a des gens qui n'ont pas à continuer une relation avec un frère ou une sœur. Même vos parents et vos frères et vos parents, si vous prenez vos parents, l'individu qui a une programmation karmique avec ses parents doit en arriver à un moment donné à dire bon si je fais le mea culpa de ma programmation ou je fais l'étude de ma programmation, je ressors avec la grandeur de savoir que mon père était là pour me faire chier jusqu'à temps que j'aie l'autorité suffisante de dire j'aimerais ça maintenant quitter parce que ça m'intéresse plus de me faire manquer de respect. Ouais, mais là, lui, il va dire, mais je suis ton père. C'est ça, tu étais mon père. J'en ai pas de père. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, dans le sens qu'il sera pas récupéré par le père qui va dire « Je suis ton père, tu dois m'écouter, tu me dois ci, tu me dois ça. » Voilà. Mais c'est parce que l'astralisation d'une conscience, c'est relié à du mémoriel. Mm-hmm. Puis, c'est énormément de mémoire. Exactement. Et est-ce qu'on peut dire que la désastralisation de la conscience est comparable à une cure, à une désintoxication que va faire quelqu'un, par exemple, qui a consommé de la drogue pendant longtemps? OK, au niveau du choc physique, oui. Au niveau du choc, oui. C'est comme, tu sais, quand t'es dans les derniers jours, là, puis tout ton corps tremble, la personne transpire. Mm-hmm. C'est une souffrance, là, qui remonte au niveau psychique. Dans le cas de celui qui a pris de la drogue, c'est au niveau psychique de l'âme, hein. Mais au niveau de celui qui est dans la conscience, c'est au niveau psychique de son être-té, de tout ce qui a été, de tout le mensonge qui s'est fait raconter. Exactement. Fait que oui. Une personne, vous prenez une personne puis vous lui dites sais-tu que tu n'es pas ce que tu penses être? Il va vous dire ce que tu veux dire. Eh bien, en principe, l'homme ne devrait pas ne pas savoir la vie. Et toi, dans ton cas, tu ne sais pas la vie. Fait que tu trouves-tu que c'est un peu aberrant? La personne va dire, oui, mais il y a des mystères, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des choses qu'on peut pas savoir. Fait que la personne, elle peut pas vivre le choc de la cure parce que elle va craquer. Elle pourra pas supporter le fait
elle va arrêter au mystère, mais ça, les mystères, on peut pas comprendre ça. Donc, ça veut dire que c'est peut-être dans 5 vies qu'elle va pouvoir dépasser l'astralisation de sa conscience au niveau du mystère, que Dieu existe. Exactement. Puis il faut qu'elle donne à la fois au mystère de la résurrection de Jésus ou de la Sainte Vierge qui était vierge, qui a donné naissance à Jésus, puis ces choses-là. C'est énormément de mémoriel qui est accumulé dans la conscience de l'âme. Il y a la programmation qui embarque dans ça. Qu'est-ce que t'es venu se faire sur la Terre? Il y a la plupart des gens, ils pensent qu'ils vont mourir, ils vont retourner au ciel. Exactement. Quoiqu'à l'époque actuelle, de plus en plus en Occident, la croyance à la réincarnation depuis la Révolution tranquille est en train de s'implanter, notamment avec le Nouvel Âge. Fait que la réincarnation, c'est pas assez. L'homme, faut qu'il connaisse qu'il y a une programmation karmique, puis que c'est lui qui doit devenir le maître de sa programmation. Ça veut dire qu'il est au-dessus de sa programmation. Pour que tout le karma qui est à l'intérieur de sa programmation ne le dérange absolument pas. Et donc, oui. Si vous avez une relation avec vos parents ou vos frères et sœurs, c'est du karma. À un moment donné, tu mets ça sur la table, puis l'individu qui est devant toi, il dit, je te connais au niveau de l'esprit, je te respecte. Puis l'autre personne dit, je te connais au niveau de l'esprit, je te respecte. L'équation d'être frère et sœur n'existe plus. Donc le karma est réel au niveau matériel parce que l'âme s'est incarnée avec l'autre, mais psychiquement, vous êtes plus le frère de l'autre. Mm-hmm. Ça, c'est ça, être réel. Tu sais, savoir ça, après ça, faut que tu l'intègres. Donc, c'est quand tu intègres le savoir que tu deviens réel. Tu sais, la genèse du réel, c'est pas la genèse du savoir, c'est la genèse du réel. Parce que le savoir, il y a beaucoup de gens qui savent des choses sur la vie, mais est-ce qu'ils ont intégré ce savoir-là? Pas nécessairement. Exactement, parce que ça reste théorique, c'est pas pratique, c'est pas enraciné dans l'action. Mais par rapport justement à être, ça revenait à être maître de son destin, c'est-à-dire de triompher de la programmation astrale pour se libérer de ça, mais en devenant maître de notre destin, est-ce que quelque part on ne se fait pas récupérer par une programmation qui vient de notre propre esprit, qui chevauche l'astral? OK. On va faire l'étude maître de son destin. L'homme est-tu vraiment maître de son destin? Présentement, je suis sûr que non, parce qu'on n'est pas assez conscient, là. Ouais. Donc, moi, je peux pas dire, dans 2 mois, je veux que ça arrive, hein? Vous êtes d'accord? Exact. Mais est-ce que je peux être maître de ma vibration? Ah, ça c'est une bonne question. C'est sûr que oui, ça me semble plus plausible que du destin, là. Vous voyez? Donc, ça serait plus réel d'être maître de sa vibration que de maître de son destin. Mm-hmm. Mais être maître de son destin, c'est quoi le destin? C'est une programmation. C'est ça. Vous voyez? C'est intelligent, l'intelligence. L'intégration de l'énergie de l'homme, là, c'est intégrer sa vibration. Ça veut dire, c'est intégrer toutes les énergies de ses origines. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de mensonge qui peut lui être raconté dans sa tête. L'homme scient n'a aucune faille, n'a aucune faiblesse. Et rendu à ce stade-là, c'est-à-dire que quand Clyde va devenir maître de sa vibration... Ah, maître de sa vibration. Ouais, c'est une belle expression. Je l'ai pris en note sur papier que vous venez de dire, là. Il y a un mot qui me dérange, là, oui. Quand même. Maître, j'aime pas trop maître, là, mais c'est correct. Gestionnaire? Gestionnaire, j'aime beaucoup mieux. OK. Parce que maître, ça pourrait faire allusion à d'anciennes mémoires sur la Terre qui pourraient facilement inviter à la dualité ou à la polarité. Alors qu'être gestionnaire de sa vibration, ça veut dire que c'est à toi de te gérer, Calice. Ouais, c'est sûr que... Ouais, c'est sûr que maître, ça fait référence peut-être à une couleur de haute spiritualité.
Ça pourrait vouloir dire que t'as une coche au-dessus des autres, là, tu sais. Ouais, ça peut nourrir une forme d'orgueil. Mais le point que je veux amener, c'est que quelqu'un qui est rendu à ce stade-là, est-ce qu'il peut vivre ce qu'on appelle la mort blanche, c'est-à-dire quitter le corps quand il veut et ne plus vivre le 1% de doute qu'il devrait vivre par rapport au phénomène de la certitude qui est réelle, auquel on parlait tantôt? Là, tu amènes un discours très intéressant, parce que là, tu rentres dans les architectures du devenir évolutif de la Terre. Mm-hmm. Par ta question, tu amènes le potentiel pour l'homme de vivre la mort blanche. Et l'agenda des forces cosmiques en relation avec l'évolution de la Terre n'autorisera peut-être pas nécessairement cela. Et j'aimerais que tu me répondes pourquoi. Ben, en fait, moi, ce que j'ai comme vibration, c'est qu'ils l'autoriseront pas présentement parce qu'on n'a pas la maturité, c'est évident. Pour ce qui est de à long terme, pour être honnête avec vous, ça me reste voilé. Et voilà. Et c'est un potentiel qui est réel, par contre. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Donc, si je suis gestionnaire de ma vibration, je peux demander aux forces de la lumière la question suivante. Est-ce qu'il est d'un intérêt pour l'homme de vivre la mort blanche actuellement? Et la réponse est non. Mm-hmm. Et je leur demande pourquoi est-ce que cette réponse-là serait non? Et la réponse, c'est la suivante. Nous avons un regard beaucoup plus grand pour l'homme dans les années à venir que la mort blanche. Vous voulez dire quoi? Nous voulons que l'homme apprenne à gérer ce qu'il est, avant de permettre un stade vibratoire élevé, très élevé, qui serait la mort blanche. Pourquoi est-ce que vous ne permettez pas la mort blanche? Car nous n'avons pas la mesure que l'homme peut supporter cette vibration-là seul sur la Terre, et possiblement qu'il la partagerait et que ça pourrait devenir une forme de domination qui serait utilisée contre les autres hommes. Pourquoi pensez-vous que le Christ est mort sur une croix? C'est ce qu'ils me disent. Pouvez-vous répondre? Ben, mon point de vue, le Christ, si on prend qu'est-ce qui nous a été enseigné par le christianisme, il est mort sur la croix parce que, à quelque part, il a développé des potentialités, puis les gens ont été jaloux de lui, puis à ce moment-là, ben, ils ont voulu l'abaisser parce qu'ils se sentaient, à quelque part, blessés dans leur orgueil par sa trop grande vibration ou sa trop grande intelligence. Donc, ça, c'est une réponse réfléchie que vous me donnez. Hein? Oui. OK. Donnez-moi une réponse vibratoire. Pourquoi est-ce que le Christ est mort sur la croix? Allez en hors sentier et donnez-moi la réponse de votre intelligence qui est à l'intérieur de vous. Moi, ce que ça me dit, c'est que tout simplement, ça faisait partie de son agenda. Ça faisait partie de son agenda. Ouais. OK. Pourquoi? C'est une bonne question. Voilà. Et si vous n'avez pas la réponse, ça peut demeurer un mystère, comme ça peut être, vous pouvez avoir une réponse qui peut être réelle et qui peut être une vibration. Imaginez s'il n'était pas mort sur la croix. On n'en aurait peut-être pas fait un Dieu, on n'y aurait peut-être pas donné autant d'autorité. Peut-être. Il y a toujours une réponse qui doit satisfaire votre vibration. Et c'est comme ça qu'on devient gestionnaire de sa vibration. On donne pas de valeur à la réponse, on n'y croit pas nécessairement, mais on la trouve intéressante. Moi, je la trouve quand même intéressante, votre réponse. Oui, ben oui. Voilà. Et moi, je trouve ça intéressant ce que vous avez amené tantôt, parce que c'est vrai que si on aurait la mort blanche à quelque part, ça pourrait nous bloquer dans notre évolution, puis les gens, en étant encore très pas assez individualisés, ben on aurait tendance à répandre ça aux autres, parce que actuellement, les gens ont de la difficulté à contenir le désir de l'ego puis le besoin de diffuser du supramental, ce qui fait qu'on a un supramental qui circule, dans certains cas, d'une manière très astralisée. C'est en plein ça, parce que juste pour vous donner une idée, est-ce que on va aller, je vais aller dans le questionnement encore. Est-ce que l'évolution de l'homme dépend de lui? Non. Bon,
Donc, de vouloir évoluer, ça donne absolument rien. Exact. Donc, l'homme doit savoir qui il est. Il doit être le gestionnaire de sa vibration. Il doit savoir où il s'en va. Et c'est tout ce qui compte. Et tous les artifices qui donnent l'impression à l'homme qui évolue, c'est tout un mensonge. C'est toute une partie du mensonge. Parce que l'homme qui est conscient, qui est intelligent, qui est dans son intelligence, il veut pas se faire chier. Ça finit là. Ouais. Il cherche pas à évoluer, il veut pas se faire chier. Il va avoir la crise de paix. Ouais. Mais pour traverser, là, puis arriver à cette énergie vibratoire-là, l'homme doit intégrer la colère et la haine. C'est deux énergies extrêmement négatives, extrêmement puissantes, qui mettent l'emphase sur le focus de son intelligence à l'intérieur de sa propre conscience et non à l'extérieur de sa conscience. Exactement. Parce que l'homme, ce n'est pas un réactionnaire. L'homme, c'est un gestionnaire. Il n'est pas en réaction par rapport aux forces de la lumière. Comme si on pose la question la mort blanche, il est le gestionnaire de savoir pourquoi il veut poser cette question-là. Par exemple, si je demandais la question pourquoi la mort blanche, les forces de la lumière me diraient pourquoi voulez-vous savoir ça? Je lui dirais j'ai aucun intérêt à savoir ça, ça m'intéresse pas, mais mon ami me l'a posé. Donc, pourquoi la mort blanche? Et il me répond ceci. Pour permettre à l'homme de traverser les éthers sans rencontrer l'astral. C'est une réponse réelle, ça? Ben, de mon point de vue, oui. Ah, bon. Et moi, je n'ai aucune curiosité pour l'occulte. Je n'ai aucune curiosité pour tout ce qui peut être touché l'ésotérique ou quoi que ce soit de près ou de loin. C'est drôle que vous employiez le terme curiosité parce que pendant que vous avez posé la question, ce qui m'est venu en tête, c'est que c'était ma curiosité qui a amené la question sur la mort blanche. Puis moi, tout ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que l'homme peut devenir gestionnaire de sa vibration. C'est tout ce qui m'intéresse. Comment est-ce que l'homme peut reconnaître dans sa vie s'il se fait compter un mensonge? Si, supposons, je parle à un inconnu, un individu, comment je peux savoir, moi, que je me prends pas supérieur à lui? Que je me donne pas une impression d'autorité sur sa conscience? Tu sais, on est avec sa conjointe, puis sa conjointe fait un faux pas, puis elle est un peu astralisée. Comment est-ce que je peux lui dire sans la dominer et savoir que je le domine pas? C'est difficile, hein? Exactement. Un homme? Ben ouais. Donc, imaginez, je suis beaucoup plus intéressé à cela que de savoir c'est quoi la mort blanche. Ça, c'est ma conscience, mais je comprends la question de la mort blanche, par contre. Mais de toute façon, tôt ou tard, la question de la mort va se poser parce que, quelque part, nos corps physiques, à l'heure actuelle, sont programmés pour dépérir puis mourir. Et toutes les questions doivent être répondues. Que ce soit à travers une conférence, que ce soit entre amis, toutes les questions doivent être répondues. Il n'y a aucune question qui a pas une origine. Comme vous avez dévoilé, vous avez dit qu'il y avait un peu de curiosité. Mm-hmm. Si vous êtes derrière la curiosité, qu'est-ce qui vous amène à avoir de la curiosité dans votre conscience? Est-ce que vous avez une certaine fascination pour l'ésotérique? Oui, il m'en reste encore. Ah, donc vous avez une mémoire d'âme qui peut astraliser votre conscience, à vous amener à parler de choses pour vous sortir de votre centre de gravité. Est-ce que c'est ça que vous dites? Je suis obligé de reconnaître que oui. Voilà, c'est ça l'étude de l'homme. Moi, je vous montre ça parce que je constate qu'on est beaucoup entre les individus qui sont dans la conscience, encore dans l'étude de ceci. Et ces études-là vont permettre à l'homme de faire une lecture vibratoire de sa psyché. Comme vous avez fait une lecture vibratoire de votre psyché. Avec le temps, vous allez pouvoir travailler les mémoires qui ont surgi, voir jusqu'à quel degré vous êtes polarisé, certaines fois, ou dépolarisé dans certaines situations. Exactement, parce que, dans le fond, mon intérêt pour la question de savoir la mort blanche,
c'est lié à mon insécurité psychologique par rapport au phénomène de la mort, puis au désir de mon ego de pas mourir dans l'inconscience, puis d'être pris par la suite sur le plan astral. Ouais. Donc, il vous manque des informations. Exactement. Donc, par exemple, l'homme, tout ce qu'il a à savoir de sa vie sur la Terre, c'est s'il est intelligent ou pas. Est-ce que c'est réel, ça? Oui. Donc, si tu es intelligent, qu'il arrive n'importe quoi, tu es intelligent, ça change pas, là. Tu deviens plus pas intelligent parce qu'il arrive quelque chose. Oui, fait que si je suis votre raisonnement, que je sois vivant dans un corps physique ou plus dans un corps physique, si je suis intelligent, je vais continuer à l'être. C'est réel, c'est réel. C'est ça. Moi, je veux parler au niveau de l'intelligence de l'homme. Qu'est-ce que c'est une intelligence? J'ai pas je peux pas penser la vie. C'est très difficile pour moi de penser le réel. Ça se pense pas d'ailleurs. Puis de savoir des choses, je sais ce que j'ai à savoir quand j'ai besoin de le savoir parce que je suis réel puis je suis intelligent. Quand ça s'est établi dans l'homme, il n'y a plus rien qui est important après ça. J'avais même plus l'émotion de penser que vous n'êtes pas intelligent. Vous avez plus par exemple, le double, si je pose la question à mon double, est-ce que l'intelligence vient de l'homme? Au départ, non, elle vient pas de l'homme. Mais elle vient de l'homme. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est qu'elle était déjà inscrite dans ses origines, qu'un jour, il descendrait cette intelligence-là en lui. Mais elle est extérieure à lui parce qu'elle n'est pas en lui, parce que lui s'est incarné. Mais sa planète d'origine, où toutes les instructions, les architectures du mental qui devaient descendre dans sa conscience font partie de l'intégration de son intelligence. Donc l'intelligence ne vient pas nécessairement de lui parce qu'elle doit être arrachée à des structures lointaines. Est-ce que on peut dire que c'est en relation avec les premiers hommes, Adam et Ève, puis le paradis perdu, puis... C'est quand l'homme a décidé de couper le lien cosmique avec son identité parce qu'il voulait expérimenter le libre arbitre pour que son ego se développe, puis, etc. C'est tout en lien avec ça. Mais ça, c'était déjà voulu, tout ça. C'était déjà voulu pour créer un homme total qui ne serait pas supporté par l'invisible. Le but de ça, c'était ça, hein? De séparer l'homme de l'invisible pour que lui intègre l'invisible à travers quoi? Le prisme de son autorité cosmique. Et le prisme de son autorité cosmique, c'est son intelligence. Exactement. C'est l'homme qui devait retourner l'énergie par en haut. C'est correct que l'énergie descende. Tu sais, moi, mettons, je veux savoir des choses. Je pourrais parler pendant des heures parce que j'ai accès à l'information illimitée, mais ça me donnerait quoi? À un moment donné, il faut que je vive ma vie dans la matière. On vit pas la même vie qu'eux autres, là. Exactement. J'ouvre la champlure quand je veux, je ferme la champlure quand je veux. Mais le robinet, il est tout le temps prêt, là. Ouais, c'est ça, parce que l'autre bord, eux autres, ils dorment pas, ils mangent pas. Et la pression sur le robinet est toujours, toujours là. Moi, c'est moi qui ferme la champlure, c'est moi qui l'ouvre. L'homme se fait trop chier sur la Terre parce qu'il est astralisable. Puis, pourquoi que l'homme est astralisable? Parce qu'il y a une retenue d'information. La retenue d'information, c'était voulu pour que l'ego se développe, pour que le mensonge cosmique fasse son œuvre, qui permette à l'homme d'avoir un rapport de force avec le monde de la mort, de l'occulte. Puis avec le temps, l'intelligence a pénétré la conscience de l'homme, et l'homme, à un moment donné, s'est aperçu que toute la désinformation, là, ça a été récupéré par le monde de la mort. C'est sûr que il y a eu une retenue d'information, mais il y a eu énormément de désinformation aussi. Donc, l'homme, s'il veut se désastraliser, il doit savoir qu'est-ce qui fait partie du mensonge cosmique, puis il doit savoir, en plus, si c'est de la retenue de l'information ou pas. Es-tu capable de faire la différence, toi? Et, ben, au niveau vibratoire, j'en ai une certaine sensibilité. Voilà. Mais, en fait, ça revient à ce qu'on disait au début de notre entretien. Ça revient à la distinction entre ce qui vient de l'astral puis du mental. C'est ça. C'est en plein ça. Puis
par exemple, tu sais, le mensonge cosmique, la désinformation, tout ce qui sert à protéger l'âme, c'est de la désinformation. Toute retenue d'information sert aussi à protéger l'âme. Ouais, ben c'est un cercle vicieux, là. Oui, parce que l'homme doit traverser les données de l'âme pour confronter son réel afin que les forces de la lumière sachent, OK, tu craqueras pas là, si on te donne l'information, on va te la donner. C'est pour ça qu'il y a une retenue d'information. Ben parce que l'homme, il est pas capable de la supporter, là. Capable de supporter la vibration. Ouais. Supposons qu'on vous descendait pendant 10 minutes l'énergie de l'amour. Qu'est-ce que vos corps subtils feraient? Probablement, vous ramasseriez à l'hôpital, vous auriez tout déséquilibré. Complètement gaga. Bernard de Montréal, ça, il a pris des années avant d'intégrer la fusion. Si vous posez aux forces de la lumière, est-ce que vous allez refaire la fusion comme vous l'avez fait avec Bernard de Montréal? Ils répondent quoi dans ta tête? Ouais, ça me dit non. Ben non. Il y en a qu'un, puis c'est assez. Ouais. Ils reconnaissent fortement que ça aurait pu se retourner contre eux autres. Ouais, ben c'est une question de dosage, parce que c'est comme s'ils faisaient un premier test, puis le... Avec la fusion, là, t'as pas une garantie pour eux autres, là, de la fusion. Là. C'est ça. Ils ont pogné un bon, hein? Ouais, exactement. Ils ont pogné un bon résisteur qui a pas pété. C'est ça. Il y avait... Les autres, ils savaient que la résistance devait être très, très grande. Très, mais très, très, très grande. Parce que l'homme, normalement, devant le soleil, il est aveuglé. Il n'a pas les yeux pour voir. Exactement. Sauf que dans ce cas-ci, c'est que Bernard de Montréal, c'est un lion ascendant lion, donc c'est un double signe solaire. C'est un double signe solaire et la gestion de tout ça était en collaboration avec énormément d'êtres de lumière. Faut pas oublier ça aussi. Mm-hmm. Il était pas 2-3 là sur son cas, là. Il était plusieurs pour s'assurer que la vibration a pénètre comme faut. Puis c'est pas à reproduire. Exactement, mais en même temps, quand on en regarde ça, s'il y aurait des fusions instantanées, ça éviterait tout le processus de désastralisation qui peut être parfois pénible parce qu'il y a des rechutes, des avancées, des rechutes. Ouais, mais ce qu'on oublie par contre bien souvent, c'est que le processus de désastralisation est nécessaire pour amener la souffrance. C'est elle qui fait l'homme, fait prendre des décisions différentes à l'homme. C'est ça qui lui fait changer. Sans souffrance, il n'y a pas d'évolution. L'ego change pas. Mm-hmm. Ça est brûlé suffisamment là pour dire là, Christ, là, j'en ai assez. Je veux plus vivre ça. Tu sais, quand l'homme se désastralise, là, il devrait mettre l'accent sur ce qu'il ne veut plus vivre et non sur ce qu'il veut vivre. S'il dit je ne veux plus vivre ça, déjà là, il est gestionnaire de son énergie astrale. Parce que c'est son énergie astrale qui l'amène à vivre des choses connes. Il n'y a pas la voyance de qu'est-ce qu'il veut pas vivre. Ça fait qu'il se protège pas assez, fait qu'il vit des choses connes. Mm-hmm. Et c'est dans le processus de ne plus vouloir vivre telle situation que l'homme, il devient très, très, très olympique dans sa conscience. Puis là, il met le focus sur le savoir de tout ce qui est, puis il gère sa situation très serrée pour pas que ça déborde. Exactement. Par exemple, là, vous savez que vous allez rencontrer telle personne qui, au travail, vous tape sur les nerfs à toutes les fois, qui vous pointille, qui vous diminue devant tout le monde. Là, toi, dans ta tête, tu dis, moi, je veux plus vivre ça. Mm-hmm. Je vais lui dire, finalement, que tu manques de respect. Puis lui, dans sa dynamique, étant donné que vous avez une programmation karmique craintive, il va peut-être dire, ah, t'es qu'un pissou, il va avoir tous les mots pour faire soulever la crainte, puis le doute, puis la culpabilité dans vous. Puis vous êtes seul avec votre conscience, savoir si finalement, ce gars-là, c'est un trou de cul, puis y a rien à faire avec, puis ça finit là, puis que tu devrais pas donner de valeur au manque de respect qu'il t'a. Tu devrais tout simplement être au-dessus de la forme. Comprends? Hey, mais c'est difficile d'en arriver là, hein, quand tu travailles avec quelqu'un qui est chiant. Hein? Exactement. Puis la personne, elle peut changer de milieu dans l'espoir d'améliorer son sort, mais de rencontrer d'autres obstacles.
Parce que la plupart des gens sont astralisés. Elle va peut-être rencontrer le même obstacle plus tard. Ben, c'est ça, la répétition du pattern. Ouais. Puis, on vit énormément d'impuissance dans notre vie. Bon, pourquoi? Parce que l'impuissance, c'est la somme des mémoires que l'âme veut garder cachées à l'homme. Par exemple, je vis de l'impuissance dans ma famille. Je suis pas capable de faire sauter ma famille. Je préfère y aller à Noël, à Pâques, pour faire sûr que tout le monde me respecte. C'est tabarnak. T'as peut-être pas à y voir pantoute ta famille, tu sais, mais t'as tellement de mémoire dans ta conscience avec eux autres que t'es obligé de les voir. Tu sais, je parle beaucoup de la famille parce que la famille, c'est de la merde, c'est rien que du karma en général. Exactement. À 99.9, c'est juste du karma. Il y a un héritage que tu fais bien souvent, c'est la vibration d'intelligence que tes parents se sont incarnés pour. Mais le soleil, des fois, il est bien loin, des fois, à travers tes parents. Ils sont tellement astralisés. Mais il y a des parents, par contre, qui vont marquer la conscience d'une personne parce que il y a un héritage cosmique. Tu sais, faut pas oublier, chaque personne a une lumière. Ouais, mais des fois, on a l'impression que ça allume pas trop. C'est ça, mais moi, si je regarde mon père au niveau de la vie, je constate qu'il y avait une force de volonté qui était assez forte. Je lui reconnais ça. Mm-hmm. Tu sais, il pouvait aller voir des chefs d'entreprise pour travailler, puis lui dire j'ai une famille à faire vivre, là. Vous avez pas le choix de me donner une job. Tu sais, style comme ça, là, tu sais. Mm-hmm. Mais peut-être pas dans un manque de respect, mais dans une forme d'autorité où lui imposait pas sa volonté, mais à travers sa volonté, il le démontrait que c'était intelligent ce qu'il lui disait. Donc, chaque individu peut avoir été témoin de ça dans sa famille, et c'est un héritage qui sert à son autorité, à cette personne-là, ou, tu sais, un héritage, c'est toujours au niveau de la sensibilité, de l'autorité, de la volonté. C'est rarement de l'intelligence. L'intelligence, ça se transmet pas, c'est une énergie, mais l'autorité, si tes parents avaient une certaine autorité, c'est une vibration qui t'ont transmise. Si tu étais autour de Bernard de Montréal, il te transmettait une vibration. L'intelligence, ça se transmet pas. Tu es intelligent ou tu l'es pas, hein? Exactement, parce que ça vient de soi. Mais concernant l'autorité, peut-être faire des nuances, parce que des fois, c'est une attitude d'autorité. Oui, c'est ça. Une attitude d'autorité. L'autorité, c'est tout simplement, l'autorité, c'est la capacité de l'individu de se définir dans ses propres mots. C'est ça l'autorité. Ça veut dire que si l'homme va sur les plans, puis il pose la question vous êtes qui? Ils disent on est ça, puis l'homme il dit d'accord, vous êtes ça, mais je veux en savoir plus. Bon, ben, il était capacité de se définir dans ses propres mots. Il dit, moi, je suis capable d'en recevoir plus d'intelligence. Fait que descendez-en assez. Inquiétez-vous pas, je fondrai pas. Comment? Oui, exactement. Fait que l'autorité de l'homme est universelle, est cosmique. Elle n'est pas, comme vous dites, le mot que vous avez employé, c'est quoi? Réactionnaire, non? Une attitude. Attitude, c'est ça. Non, l'autorité réelle, c'est la capacité de l'homme de véhiculer son corps mental à travers sa volonté, ben, dans une intelligence, pour dire ce qu'il est. Quand quelqu'un va arriver vers vous, il va dire, vous vous prenez pour quelqu'un d'autre. Vous allez dire, ben, je me prends pour quelqu'un d'autre. Lui, il ne saura pas finalement si vous prenez pour quelqu'un d'autre ou pas. Parce que vous, dans votre autorité, vous savez que vous prenez pas pour quelqu'un d'autre. Puis de la réponse, hein, pour vous, lui, on s'en crisse. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. C'est un petit peu... la personne, elle se désengage émotivement de ça. Montréal se préoccupait de ce que les gens pensaient de lui. Non. Parce qu'il avait l'autorité d'être son propre soleil. Fait que moi, je me préoccupe pas de ce que les gens pensent de moi. Mais quand j'entends, supposons, un discours par rapport à ce que les gens peuvent percevoir d'une personne, je peux voir d'où ils viennent. Je dis, s'ils parlent comme ça, c'est parce que
indirectement, il aime le pouvoir, il aime, tu sais. Ouais, ben, vous pouvez avoir une mesure de l'esprit de domination de la personne ou de sa capacité de respect. On connaît, ben oui, au niveau du respect, de la sensibilité. C'est tout ça, ça se joue tout là, hein. Ben, tu sais, la désastralisation d'une conscience, ça sera pas sur deux siècles, hein. Ça peut se faire sur 5 siècles. Ça peut se faire sur 1000 ans. Fait que c'est long. 2500 ans pour reprendre les propos de Bernard de Montréal qui parlait du passage là, de la 5e à la 6e race. C'est long en sacrament. Parce que l'homme doit se retourner contre tout ce qui vient dans sa conscience. C'est lui qui doit être le gestionnaire de sa vibration. Il faut qu'il se connaisse en intelligence. Là. Exactement. Et par rapport à la désastralisation, on a beaucoup parlé de la famille. Et l'un des éléments parfois qui est difficile de se libérer, c'est de la culpabilité que les gens de notre famille peuvent nous faire vivre quand on change nos habitudes. Donc, au lieu de les voir à chaque semaine, ben on va les voir une fois par mois ou une fois par année. Ben les gens peuvent nous dire ah t'es pas une bonne personne, tu viens plus nous voir, qu'est-ce qui se passe avec toi, tu laisses ta pauvre mère tout seul ou C'est ça. Ça, puis la culpabilité, c'est toujours pour tester votre niveau de crainte. Si vous avez de la culpabilité, c'est parce que vous avez de la crainte. Vous n'avez pas assez de définition dans votre autorité. Fait que là, la personne dit moi je me rappelle quand j'étais jeune, ma grand-mère m'avait invité à un moment donné à souper avec une de mes tantes, puis j'étais allé. Puis la première chose qu'elle me dit, t'étais pas là au souper de famille v'là 2 mois. J'ai dit aujourd'hui je suis ici. Est-ce que vous voulez que je reste ou que vous voulez que je parte? Vous avez coupé ça sec? Ben, tu sais, à un moment donné, il faut que l'homme sache parler. Ben oui. Si vous avez de l'autorité dans votre parole, ma grand-mère, elle a dit, non, Marc, je jugerai. Bon, ben, c'est réglé. Fait que c'est une bonne façon de vous sortir des remontrances des autres. C'est que si on n'est pas défini dans sa parole, ça revient à dire que les autres vont être capables de nous amener une énergie de culpabilité qu'on sera pas capable de mettre un stop. Puis leur énergie d'âme va transcender notre capacité à nous d'être dans notre esprit. Et c'est là qu'on vit de l'âme avec eux autres. Notre corps émotif vibre. Ils nous ont pénétrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas assez intelligent de qu'est-ce qui se passe. Vous avez des valeurs encore à regarder. L'ego doit encore s'étudier. Dans une situation comme ça, moi, est-ce que j'étais surpris de la réponse que j'ai donnée à ma grand-mère? Je peux vous dire que oui. Parce que j'ai été étonné de la réponse. Moi, j'ai trouvé ça intelligent. Qu'est-ce que j'ai répondu? Parce que sur le moment, je la connaissais pas, cette intelligence-là de ma part. J'aurais pu tomber dans un autre discours. J'aurais pu me sentir coupable. Mais elle a voulu m'en faire vivre, la culpabilité, puis j'en ai pas vécu. Alors que quand j'étais plus jeune, je pouvais en vivre. Donc, ça m'a donné une mesure d'où j'étais rendu dans mon cheminement. Tu sais, dans mon développement de conscience. Cheminement, c'est pas mal spirituel, ça, là, je l'avoue. Mais le développement de la conscience de l'homme, c'est quand même un cheminement. C'est une compréhension de son énergie. Mais sans tomber dans le gaga du cheminement spirituel, la conscience, c'est un cheminement personnel. C'est la personne qui doit s'intégrer, puis ça appartient à personne. Même pas l'individu qui le vit? Oui, c'est personnel, ça t'appartient. Okay. Mais ça appartient à personne autre que toi. J'aurais dû ajouter ça. Ça appartient à personne autre que toi. Il y a seulement toi qui sais ce que tu vis. Il y a seulement toi qui peux faire l'étude et la mesure de qu'est-ce que tu as vécu. Et si ta lecture est exacte, ton réel grandit parce que le savoir de qui tu es plus grand. On pourrait terminer là-dessus, à moins que tu aies une autre question. Non, c'est un point intéressant que vous amenez parce que ça nous ramène à l'importance de ce savoir. Ce savoir soi pour entrer dans le réel. Et... Quand tu sais, tu touches le réel, tu commences à toucher au réel de qui tu es. Parce que le réel de qui tu es, c'est que toutes les questions que tu as sont répondues. Alors que dans le savoir, c'est pas nécessairement le cas. Parce que
Le savoir, ça veut pas dire que tu as de l'autorité de rentrer dans le réel puis de regarder le soleil. Mhm. Il y a une nuance, hein? C'est-à-dire que au niveau du réel, c'est que ça va plus loin. Oui. Au niveau du réel, tu es dans l'infinité de la conscience et toutes les infinités que tu es capable de traverser, il y a des réponses nouvelles au savoir de qu'est-ce que tu savais pas quand tu étais planétaire. OK, parce que encore là, c'est ça pourrait être sujet à discussion puis à interprétation. Parce qu'il y a des gens qui vont assimiler la notion de savoir au réel, dans le sens que c'est au-delà de la croyance qui rattache l'individu au domaine planétaire. Non, le savoir, le savoir, c'est une information qui ne peut pas être retenue. C'est une information qui est véhiculée. Le savoir, c'est ça. OK. Et elle, c'est une conjonction entre la conscience de l'homme qui a accès au savoir et l'autorité de sa conscience de savoir. Donc, il n'y a pas de place dans ce savoir-là à de l'interprétation. Le réel ne peut pas être interprété tout comme le savoir, mais le savoir n'appartient pas à tous les hommes parce que pour qu'il appartienne à tous les hommes, l'homme doit être réel dans sa conscience, donc il doit toucher aux portes des infinités de sa cosmicité qui lui permet de savoir que ce qu'il sait, il le sait pour lui. Question? Ouais, ben, c'est ça que on pourrait faire éventuellement une entrevue pour aborder les subtilités de la distinction entre le savoir puis le réel. Mais bon, c'est ça qu'il faut conclure aussi l'entrevue. Mais On va conclure avec des réponses claires parce que il a été question énormément de savoir et de réel dans cette conférence-là. oui, Et si on conclut sans donner des réponses claires, ça ouvre la porte à plein d'interprétations. Donc, savoir, c'est l'homme qui questionne. mm-hmm. Le réel, l'homme n'a pas à questionner, c'est dans la vibration. C'est instantané. C'est dans la vibration de ce qu'il sait. Par exemple, moi, je n'ai pas à questionner pour savoir telle chose. Par exemple, vous disiez la mort blanche. Mm-hmm. Vous allez me dire, est-ce que je le savais? Je le savais pas. Parce que je n'ai jamais cherché à questionner pourquoi la mort blanche et tout ça. Mais, est-ce que ma conscience avait accès à la réponse que j'ai donnée? Ben, j'avais accès à la réponse que j'ai donnée parce que je suis déjà dans le réel de ma conscience. Donc, je sais ces choses-là. Je n'ai pas à les savoir. Je cherche pas à les savoir. Parce que pour moi, être dans le réel, c'est que l'homme sait qu'il y a plein de subtilités de la vie planétaire qui déjouent l'homme et que ce n'est pas important, que ce n'est pas prioritaire pour l'homme de savoir. Ce que l'homme doit savoir, là, présentement, c'est que la pensée vient d'ailleurs. Ça, c'est un savoir. Mm-hmm. C'est amené. Par contre, avec le temps que la pensée vient d'ailleurs, on a dû ajouter un réel à ça. Et le réel, c'est quoi? C'est que la pensée vient d'ailleurs, mais elle doit être intégrée intégralement par l'homme avant qu'il ne puisse connaître qui il est vraiment. Puis quand l'homme a intégré que la pensée vient d'ailleurs et qu'il est toujours, il est dans sa tête, il sait toujours que la pensée vient d'ailleurs, il ne se fait jamais piéger par une pensée astrale parce qu'il est dans le réel du savoir que la pensée vient d'ailleurs. Ça se comprend-tu, ça? Ben, ça revient à dire qu'il est totalement désastralisé pour en revenir à notre thématique. Oui, il est totalement désastralisé. Puis, donc, si on fait une nuance, en gros, c'est que quelqu'un qui est dans le savoir peut encore être astralisable, alors que quelqu'un qui est dans le réel ne devrait plus, en principe, être astralisable. Dans le sens que la personne qui est dans le réel ne pense plus subjectivement. On n'est plus capable de l'accrocher. Tandis que le savoir, il peut savoir momentané, mais il peut avoir des rechutes dans l'inconscience. Parce qu'il sait pas que la pensée vient d'ailleurs. Il l'a pas intégré.
Il sait que la pensée vient d'ailleurs, comme vous le savez, hein? Oui. Mais est-ce que vous vivez le réel de ça à tous les jours? Non, parce que mon mental n'est pas encore assez stabilisé. Donc, c'est ça que ça veut dire. Vous n'êtes pas dans le réel, hein? Vous êtes dans le savoir. Exactement, mais de mon point de vue, quand j'ai une mise en vibration, Oui. c'est que le réel qui fait à ce moment-là éruption dans ma psyché. Le réel vous pénètre un peu. Ouais. Parce que vous allez un peu plus loin dans le savoir de votre conscience. Vous êtes plus défini, donc le réel va plus vous pénétrer. Mais il vous pénètre pas en permanence parce que l'homme est astralisable. Hein? Exact. Non. Je crois qu'on a fait une nuance, hein, assez serrée, là, pour donner une mesure. Quelle est la pression vibratoire que moi j'ai de ça? Oui, exactement, ça clarifie. Ouais. Parce que c'est des nuances très, 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 très subtiles. C'est comme l'autorité. L'autorité, c'est bien plus que de la maturité. L'autorité, c'est ce que j'ai parlé tantôt. Parce que l'autorité, ça vient pas avec la maturité de la conscience. L'autorité vient avec la haine et la colère que l'homme est capable de générer. Pensez-vous que pour intégrer que la pensée vient d'ailleurs, faut pas être un petit peu en tabarnak souvent, c'est-tu? Ouais, ben c'est ça, parce que pour changer de paradigme, il faut avoir suffisamment souffert d'une façon d'être. Il faut avoir de la haine contre le mensonge, contre la haine, contre la retenue d'informations. Il faut avoir la capacité de supporter sa colère pour pas s'éteindre. Puis là, t'as de l'autorité. Exactement. En tout cas, je vous remercie de la conférence. Ça a été un plaisir et j'ai bien aimé les nuances que vous avez apportées par rapport à la distinction entre le savoir puis le réel qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans notre compréhension. J'espère en tout cas que le plaisir de partager ces informations-là ne vous quitte pas. Tout à fait. D'accord. Salut. Au revoir.